Et bienvenue dans cette première émission. Et bonjour et bienvenue dans cette émission des années 90. Dans les vieux cons ludiques, nous allons parler de vieux jeux qui s'adressent aux vieux cons ludiques que nous sommes. Avec Oh mon Dieu. Blanc et Corentin Loire. Je m'attendais pas à ça. C'est Baptiste qui m'a demandé une voix nasillarde. Ah ouais. Donc, bienvenue dans cette première émission des vieux cons ludiques sur la chaîne de la Cafetière TV. Les vieux cons ludiques, c'est une chaîne YouTube qu'on a lancée avec les copains des vieux cons ludiques. Oui, tout à fait. Une chaîne participative où tous les vieux cons ludiques que nous sommes. Et les vieilles connes. Les vieilles connes, bien sûr. Là, c'est générique, hein, c'est vieux cons génériques. Donc, nous sommes une bande de jeunes... Enfin non, de vieux... de vieux troublions. Et nous aimons ressortir nos vieux jeux et jouer à des vieux jeux pendant des week-ends jeux. D'ailleurs, quand on joue généralement à des nouveaux jeux, on dit « Oh là là, c'était mieux avant !» Bien sûr. Donc, on a lancé cette chaîne pour qu'on puisse reverser dessus les émissions qu'on fera chacun sur nos chaînes respectives. Ouais. Des émissions où on parlera de vieux jeux essentiellement, éventuellement de vieux films, éventuellement de vieilles musiques. Tout ce qui a plus de 20 ans. Oui. Ça, c'est l'ADN de la chaîne, c'est tout ce qui a plus de 20 ans. Et là, on va parler jeux de société. Propose qu'on reste un peu RP et qu'effectivement, vieux qu'on lui dit que ça colle, parce qu'à l'époque, les femmes... Bon. Déjà, à l'époque, moi j'ai connu ça, les femmes, il n'y en avait pas. Déjà. Ça n'existait pas. Moi, je me souviens encore de mon premier Cannes, quand on croisait une femme... Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Oh, on pourrait en faire un jeu. Incroyable! Non mais en fait, on déconne, mais vous vous rendez pas compte. Les gens qui sont dans le milieu depuis peu, effectivement, alors là on dit le milieu du jeu c'est masculin, etc. Vous vous rendez pas compte d'où on vient. Vraiment. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas faire plus d'efforts. Non, au contraire, c'est très très bien. C'est très très bien que le milieu s'ouvre et qu'il y ait un peu plus de gens différents. Vous savez, c'est... différents. Non mais, je veux dire... de pas forcément différents en sexe, mais dans toutes les différences du monde. Et ouais, donc non, mais l'époque c'était voilà, moi je me souviens de mes premiers Cannes, mes machins, c'était voilà, c'était tous les mêmes, hein. Et c'est encore pire. Hein. Et voilà, donc du coup, donc voilà, il y en avait pas, mais il y en a de plus en plus de femmes dans le milieu. Pose pas de problème qu'il y en ait maintenant. Donc voilà, donc ça c'était l'intro des vieux cons ludiques. Ça c'était l'intro vieux con. On était pas bien entre nous. Quand même. Ouais. Émission d'ailleurs qui vient pour le coup d'un week-end jeu privé créé par Simon Carreau entre autres, mais vas-y, plein de gens aussi. Non mais parce que j'allais faire toute la liste. De Émilie, Simon, Ludo, Zéphiriel, etc. Tous ceux qui sont en tout cas dans les premiers organisateurs des vieux cons, mais voilà, c'est un week-end privé où on ne joue qu'à des jeux qui ont 20 ans ou plus. Ouais, tout à fait. Donc l'idée c'est chaque année, il y a des nouveaux jeux qui rentrent dans le panel des possibilités des vieux cons ludiques. Donc l'année prochaine, c'est les jeux de 2006. Ils vont débarquer, mais on aura le droit de jouer à 2005, 2004. Évidemment, même... Par contre, interdiction de jouer à un jeu après 2006, ça c'est formellement interdit. Sinon, il y a les pancartes de la honte, il y a des gens qui ont essayé. Ouais, il y a des punitions corporelles ont été mises en place. Il y a une procédure maintenant, hein, ça rigole pas. Exactement. Donc du coup, voilà. Donc on fait cette première émission. On avait plein d'envies, plein de sujets qu'on voulait aborder en parlant de vieux jeux. On vous en reparlera plus tard, des tier lists, des tops, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire. Surtout dans l'idée de vous dire moi, j'aimerais bien qu'on mette le focus sur certains vieux jeux qui sont toujours très très bons et qui méritent qu'on y jette un coup d'œil. Hier, on papotait avec un vieux con d'honneur, qui est jamais venu au vieux con ludique, mais qui dans son cœur est un vieux con ludique, c'est Thomas Provost. Et on est remonté dans le temps des Spiel des Jahres, et qui existent depuis les années 80. Et en vrai, il y a des jeux des années 80 qui sont toujours solides, en fait. En fait, donc, ce qui peut rebuter certaines personnes, outre la mécanique sur certains jeux, parce que les trucs qui ont vieilli, on va pas faire... Je veux dire, on va pas faire les vieux qu'on lui dit. Si, justement, mais je veux dire, c'est pas parce que c'était vieux, enfin que c'était pas mieux avant. C'était déjà bien. Il y avait déjà des trucs très très chouettes. Et du coup, il y a par contre
quelque chose qui a indéniablement évolué, c'est le graphisme et les illustrations. Tout à fait. Pour le coup, effectivement, ça peut rebuter certaines personnes. Ou alors en attirer d'autres avec un côté un peu vintage, mais il s'avère que ça a indéniablement changé, là où les mécaniques ont évolué aussi, sont parfois meilleures, mais il reste des choses quand même très très bien de l'époque. Tout à fait. Là, vraiment dans les très très vieux jeux, on a dans le chat, on demande vieux, c'est quelle année? Alors, les vieux qu'on lui dit que c'est plus de 20 ans, donc ça commence en 2006, ce qui est pas si vieux en vrai. Les vieux, c'est 60 ans. Mais après, on peut descendre. Là, il y a un des classiques, il faudra qu'on fasse une émission dessus d'ailleurs. Oh, Ispahan qui rentre là, cette année. Ispahan, on a hâte. Ispahan. On va ressortir Ispahan. Non, on joue beaucoup à Situation 4, qui est un jeu des années 60. Voilà, on joue à pas mal de jeux des années 80, des années 90, il y a vraiment quelques pépites. Et effectivement, les quelques pépites qui ont survécu jusque-là, elles sont géniales parce que c'est pour ça qu'elles ont survécu, en fait, tout simplement. C'est parce que c'est trop bien. Fortes, quoi. Et effectivement, le graphisme peut rebuter. Alors en fait, j'ai envie de dire, effectivement, les années 60, les années 80... Des fois, tu te dis, ils n'avaient pas d'illustrateur, ou d'illustrateur sous la main, c'est pas possible. En fait, il faut voir comment on s'habillait. Faut voir comment on s'habillait déjà à l'époque. Mais pour moi, il y a une période début 2000 où il y a un style qui me plaît toujours beaucoup, en fait. Moi, il y a vraiment les jeux début 2000, je les trouve toujours très beaux, en fait. Pour moi, ils ont gardé ce charme, en fait. Notamment celui dont on va parler aujourd'hui, il y a quand même une patte qui est restée tout du long, et pourtant... Alors, c'est quand même très particulier, du coup. Oui, ça reste très particulier, parce que l'illustrateur est très attaché à ce thème-là, et qu'il a suivi la thématique et cette licence pendant longtemps. Les gens ont deviné. Les gens ont deviné. Mais n'empêche, c'est quand même sorti en 2000-2001 et ça a cette tronche-là et c'était déjà beau. Et d'ailleurs, les rééditions n'ont pas changé les illustrations. Ouais. Mais là, on parle d'un cas très très particulier puisqu'on va parler de... Vas-y, Corentin. Eh oui, Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux de Rainer Knizia, sorti en 2000 chez Hasbro. Là, bam, ils font un générique. Ça aurait été génial qu'il y ait un petit générique. Ah, attends, non, il y a un truc technique. Waouh, ça c'est bien. Ça c'est bien pour le YouTube, c'est nickel. C'est que quand on arrive ici, il n'y a plus de musique. Allez. La petite musique. Peut-être que les gens vont nous dire qu'elle est trop forte et que c'est chiant. Non, on a passé 1 heure à faire les réglages. La musique, elle est impeccable. Bon, pour débuter déjà, je pense qu'on ne peut pas parler du Seigneur des Anneaux de Rainer Knizia sans parler de Rainer Knizia. Tout à fait. Nom alternatif, ce bon vieux docteur. Parce qu'effectivement, Rainer Knizia, c'est un auteur de jeu qui existe depuis un moment et qui nous a même accompagnés, nous, joueurs, depuis 2000, des années 90-2000. Il a commencé sa carrière d'auteur de jeu en 1990, enfin dans les années 90. Même 80, il y a quelques trucs en 80 il commence à avoir des jeux qui sortent en 80, mais il se lance dans la création de jeux à temps plein dans les années 90, un peu comme moi j'ai fait en 2018. Le mec se compare, incroyable. Il porte aussi bien le nœud papillon que je porte la casquette. On aurait pu faire ce lancement comme ça. T'aurais pu faire ce lancement comme ça. Comme moi, il a quitté son travail pour être auteur de jeu. Comme moi, il porte un accessoire qui lui va ravir. Il a un talent fou et un style particulier. C'est Rainer Knizia. Yeah. Et donc, c'est effectivement, comme dit Diogo, c'est un peu Rainer, qu'est-ce que tu vas faire, Knizia? Parce que c'est un peu le boss de fin de niveau des auteurs de jeux, pour le coup. Ouais. Quelqu'un qui a plus de 700 jeux à son actif en un peu moins de 40 ans de métier. Ce qui fait globalement un jeu tous les 20 jours. Voilà. Pas mal. Une petite, voilà. T'es là, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tous les auteurs en herbe, qu'est-ce que vous allez faire, en fait? Quand tu vas sur BGG, là, on est sur BGG, t'as la fiche de l'auteur. Alors, on a tous... Corentin, on a notre fiche sur BGG. Tout le monde a sa fiche sur BGG dès que tu fais un jeu. Et là, t'as une petite description, une petite bio. Puis après, t'as... Oh, la liste des... Oh, bah tiens. La liste des jeux. La liste de ces bangers. Tu fais OK. Et puis après, effectivement, il y a 800 entrées. Alors, il y a pas mal de... Il y a des goodies, etc. Donc ça fait pas... Mais c'est... c'est déjà... Et c'est effectivement quelqu'un qui a fait énormément de jeux et qui a surtout fait énormément de bons jeux, ou en tout cas de jeux originaux, enfin qui avaient un intérêt à chaque fois. Il s'est pas permis de faire de la masse juste pour faire de la masse. Même si ces dernières années, vu qu'il a fait tellement de bons jeux, il y a beaucoup aussi de rééditions tout à fait. De ces jeux, forcément. Ce qui prouve que globalement ces jeux étaient pas mauvais. C'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré, mais qui oscille entre le
sérieux, cringe, drôle. Tout ça, un mélange d'un peu tout ça, c'est bizarre. Donc c'est un doctorant en mathématiques, c'est pour ça qu'il porte le titre de docteur. Mais en même temps, il a tout le temps ce petit sourire, mais sur un visage allemand très strict, et un petit nœud papillon tout le temps coloré sur une chemise souvent très sobre. Donc on a tout le temps, je pense qu'il joue aussi sur cette dichotomie entre sérieux et rigolo. C'est un peu ce qu'est le jeu de société d'ailleurs pour le coup. Parfois sérieux, parfois drôle. Donc c'est assez bien vu, je pense, si c'est travaillé, si son look est travaillé. Je pense que c'est travaillé. Il a fait un peu de co-autorat, mais effectivement beaucoup moins que moi, si on doit toujours le comparer avec... il a très très peu de co-autorat. Assez peu, ouais, avec Bensdale, et c'est presque tout, je pense. Il y a un jeu de sorcière récemment, c'est celui-là mais non, moi je pensais plutôt à Prosperity chez Istari. Après, il faut savoir que Knizia, il a quand même une énorme équipe de testeurs. Ouais. Donc il a pas de co-auteur, mais il a quand même des gens qui bossent avec lui, qui l'aiguillent, quoi. Ouais, qui testent ses protos, parce qu'il y a énormément de choses à tester. Donc, et effectivement, Ra est excellent. On parlera sans doute de Ra un de ces jours. D'ailleurs, on s'est demandé si cette émission, on n'allait pas à la fois parler du Seigneur des Anneaux et de d'autres jeux de Knizia. Mais en fait, t'as tellement préparé de choses que j'ai l'impression qu'on aura largement de quoi faire. En fait, on pourra parler aussi de ces jeux, parce qu'on parle aussi de Reiner Knizia en parlant de Lord of the Ring. Et d'ailleurs, Knizia, ça n'était pas forcément de base destiné à faire du jeu de société. Effectivement, mais comme on disait, raconte-nous ton Coran. Doctorat en mathématiques, donc effectivement, il chope son doctorat en mathématiques, et assez logiquement, il commence. On a vraiment l'impression qu'il a fait du Quidditch, quoi. Ouais, le choc comme ça. Et effectivement, assez logiquement, il commence à être prof, à faire quelques masterclass, quelques conférences, etc. Et il fait ça pendant des années. Et derrière, étonnamment, il se dirige vers, et non pas le jeu de société. Il devient directeur d'une société qui est cotée à plus de 10 milliards d'euros. Une société de prêt d'hypothèque, en fait. Prêt hypothécaire. Plutôt marrant, les gars. Ouais, voilà. Plutôt, on rigole pas, ça, mais c'est knick-knick, hein, on rigole pas. Et d'ailleurs, effectivement, là, comme je t'ai un peu envoyé quelques liens et tout, il y a quelques liens d'interviews, soit en vidéo, soit sur papier, enfin sur internet, quoi, à l'écrit, qui sont assez intéressantes à regarder, notamment sur son processus pour faire des prototypes ou pour créer un jeu. Donc que ce soit le processus créatif ou le processus de fabrication classique, voire même on a une interview aussi où il parle de son travail sur le Seigneur des Anneaux très précisément, et qui est assez intéressante, et j'y ai puisé quelques petits trucs dont je vais vous parler. Donc effectivement, je vous mets dans le chat des liens où vous pourrez lire ces interviews-là, notamment sur le processus créatif, Diogo, si tu veux t'inspirer. Ouais, la première, effectivement, ça sera sur le processus de prototypage du Lord of the Ring, donc précisément ce qui nous intéresse ici. Et l'autre, c'est une vidéo de lui qui parle de lui pendant quelques minutes, qui est séquencée en... D'abord, je parle de comment je prototype, ensuite comment je vends mes jeux et tout, mais c'est plutôt intéressant pour le coup. Mais c'est assez intéressant. Je vais voir les sous-titres. Et effectivement, après avoir fait ces quelques années dans cette boîte-là, toujours d'ailleurs dans la boîte, il commence à sortir ses premiers jeux, à réussir à les éditer. Et ensuite, en 90, comme je disais, il va se mettre uniquement à faire des jeux, donc et la boîte, et à émerveillé de ses trouvailles, j'ai envie de dire. D'ailleurs, quand on regarde un peu ses premiers jeux, attendez, sur les... Il y en a en 80-85, je crois. Ouais, et en fait, surtout, j'ai l'impression que ces premiers jeux, on est beaucoup sur des jeux de magazine, en fait. Ouais. Hop. Oui, il y a des encarts, des choses comme ça. Voilà, sur... donc là, on est sur ces tout premiers jeux. C'est 1980. Ouais. Sur cette page-là, j'avais vu, ça m'a... en fait, voilà, il y a énormément de petits jeux mathématiques, de trucs de magazine, voilà. Et Modern Art en plein milieu. Et puis Modern Art, déjà, le mec commence, il fait Modern Art, quoi. Ouais, on aurait pu parler de Modern Art, qui est un des piliers de l'enchère. Du jeu d'enchère. Voilà, il y a plein de petits jeux comme ça qui ont l'air d'être dans des formats magazine, en fait. C'est vrai. Et malgré tout, dans tout ça, il commence à balancer des trucs assez incroyables, quoi. Salut Super Samsoul, salut Miss AMF. Donc là, si vous arrivez, on parle sous l'égide des vieux cons ludiques d'un classico
qui est Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, de Rainer Knizia. Et donc pour parler un peu plus de ce jeu, on va s'approcher des années 2000, parce que c'est cette année-là que le jeu sort chez Hasbro. Le pourquoi du comment, et plutôt même le contexte des années 2000. On arrive dans les années 2000 et c'est un autre contexte que maintenant, évidemment. Là maintenant, on a des jeux coopératifs qui sortent à tout le tour du ventre. Oui. On peut plus. Tous les jours, il y a un jeu coopératif. Moi j'aime bien toujours. À l'époque, en 2000, il y a très peu de jeux coop. Les seuls jeux coop qu'on a, ça va être des jeux pour enfants. Et on a 2 petits ovnis qui sont déjà sortis. C'est Sherlock Holmes Détective Conseil, qui est un jeu coop et qui... Très bon. Encore un jeu des années 80. Ouais, c'est ça. Et plus proche des années 2000, on a Horror Arkham, le jeu coopératif de Richard Launius. J'ai pas le nom, j'aime bien. Donc c'est, je dis son nom parce que avec lui et Rainer Knizia, c'est vraiment les deux. Et donc du coup Lord of the Rings et Horror Arkham, c'est vraiment les 2 jeux qui ont relancé la hype de la coopération dans les jeux familiaux et plus seulement les jeux enfants. Parce qu'effectivement, vous l'aurez compris. Le Seigneur des Anneaux de Rainer Knizia est un jeu coopératif. Et c'est un jeu coopératif qui... c'est Knizia qui le dit lui-même. Arkham Horror de Arkham 1980, Horror. Combien j'ai vu passer la date, les plus en tête. Dans les années 80, quoi. Ouais, 89, je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Effectivement, si on effectivement, à l'époque, le coopératif, c'était pour les enfants, grosso modo. Et il y avait quelques... ovnis, comme tu dis, de trucs coopératifs, mais très nichés, parce qu'effectivement, Détective Conseil, on est sur un jeu d'enquête qui est plus proche d'un livre dont vous êtes le héros, quelque part, où on va aller lire beaucoup de textes, et Arkham Horror, on s'adresse à des rôlistes, grosso modo, parce qu'on est dans l'univers de Cthulhu, et les rôlistes, le jeu coopératif, ça leur parle. Oui, clairement. Et donc, du coup, on a ce Rainer Knizia qui se voit devoir réussir la lourde tâche de faire un jeu Lord of the Rings. D'ailleurs, est-ce que je sais pas, je te piège pas, mais il reçoit une commande. Piège. J'en sais rien. Non, je pense que c'est une demande de lui et pour avoir la licence, je pense, parce que pour le coup, ça, ce que je peux te dire, c'est que on est en 2000. En 2001 sortent les films Seigneur des Anneaux. Ouais. On le sait en 2000 qu'ils vont sortir, évidemment, puisque c'est beaucoup de travail, ils ont fait les 3 films à la suite. Mais le jeu est axé sur les livres, ce qui leur permettra de sortir le jeu un peu avant les films et donc de profiter de la hype des films éventuels, parce qu'à l'époque on ne sait pas si ça va marcher, carrément. pour vendre le jeu. Parce qu'évidemment maintenant c'est un peu une évidence que le Seigneur des Anneaux, les films, la trilogie, ça a été un marqueur incroyable dans l'imaginaire. Avant que ça sorte, les films Seigneur des Anneaux, il y en a un en marionnette animée, stop motion, un peu. En rotoscopie, en fait, c'était des acteurs redessinés. Que les fans aiment bien, mais qui est pas qui est surtout pas fini, en fait, qui s'arrête à la moitié du film. Et en fait, faut se souvenir aussi que les bons films d'Heroic Fantasy, c'était plutôt rare, en fait. La plupart du temps, c'était vraiment chipouille et dégueulasse, quoi. Donc c'était pas gagné. Et Excalibur, et puis après, c'était terminé, quoi. C'était pas gagné. Non, c'était pas gagné. Mais du haut de... non, il a 2 spiels, le mec, donc... autant que Antoine Bozin. À noter quand même, parce que... Et les 2 ont un Kenner et un spiel normal. Ouais. Il a pas un spiel enfant, Non, la course tortue, il n'a pas un spiel. Ah si, alors pardon, il a un Kinder et un normal. Il a qui l'a vu. Il a pas le Kenner, quoi. Non, il a pas le Kenner. Nul. Mais il était plus actif, en tout cas plus très fort avant que le Kenner existe, parce que c'est quand même un prix qui a existé quand cette Kenner est arrivé. Mais il aurait eu, entre guillemets, avec si ça existait. Même si Keltis, c'est quand même vraiment un jeu très familial. Oui, celui avec lequel il a gagné. Il en a gagné que 2, il y a des auteurs qui ont gagné plus de spiel que lui. C'est pas le patron du spiel. Par contre, les 2 qu'il a gagnés, il les a gagnés la même année. Ça, la classe. Respect. Il faut être nommé. Il faut déjà être nommé, et en plus on gagne 2, c'est la classe. Et donc du coup, effectivement, il nous fait ce jeu coopératif. En 2000, chez Hasbro, illustré comme on l'a dit par John Ho, qui est l'illustrateur attitré de l'univers. Vraiment, il y a aussi Howard Shore aussi. Ils sont 2, mais non, Howard Shore c'est la musique, pardon. Mais oui, c'est lui. C'est quand vous imaginez des illustrations du Seigneur des Anneaux, souvent c'est les illustrations de John Ho.
Donc ça sort en 2000. Et est-ce que tu sais un peu ce qui sort la même époque? Et non. Et ouais, ça c'est intéressant. Ça montre un peu le... Bah la même époque, c'est très simple. Regardez, moi cette boîte-là... Ah, elle est belle, elle est rêver, vintage, et elle est vintage, mais c'est toujours la même dans la réédition chez FFG, pour le coup. Et effectivement, John Howe, c'est quand même Enfin, ouais, c'est pas l'illustrateur officiel de Tolkien, mais on est quand même... Son ce qu'il a dessiné, c'est ça qu'on a dans la tête, quoi. Et moi, je maintiens ça, mais ça sort... Enfin, je trouve que ça, c'est la meilleure illustration d'un jeu Lord of the Rings de tous les jeux qui sont sortis, quoi. Toujours actuellement. Même le dernier que je trouve un peu pas fou, c'est l'illustration, le jeu a l'air bien, mais de Pandémie. Ah, le genre Pandémie. Un peu enfantin, là, j'ai pas... Ah, mais ça, c'est ultra badass, quoi. Ça, c'est vraiment magnifique. Gandalf, on impose, quoi. Ouais, je suis d'accord. Quoi. Et donc, la même année, on a un certain Blocus, et là, on a Citadel. De Bruno Feduti, Cartagena, Les Princes de Florence, Star Wars Queen Gambit. Tellement bien Star Wars. Pas mal de jeux. Faut qu'on fasse une émission sur Star Wars Queen Gambit. Pas mal de bons gros jeux, quoi. Et le gagnant du Spiel de cette année-là, donc ce ne sera pas Lord of the Rings, je vais pas vous mentir. 2000 En 2000. Alors je sais plus si c'est vous avez une idée Torres ou Carcassonne. Et c'est Carcassonne qui sort en 2000 et qui rafle le Spiel. Alors Lord of the Rings, il n'a pas été nommé dans les 3, je pense qu'il y en avait 3 encore à l'époque. C'est Carcassonne qui gagne, mais ça l'a pas empêché de gagner un Spiel. Ah, que le histoire. Mais enfin, eh bah oui, Lord of the Rings est gagnant d'un Spiel, le Spiel de l'adaptation littéraire. Ah oui, Spiel exact. des CRS de l'adaptation littéraire, parce qu'à l'époque il y avait des Spiels spéciaux un petit peu. Et il a gagné le prix de l'adaptation littéraire. Et on va se pencher dessus parce que effectivement, malgré le fait que ce soit un jeu assez mécanique, il y a quand même quelque chose de très fort dans l'adaptation de l'univers de Tolkien. Parce que dans un premier temps, on a un Rainer Knizia qui n'est pas son premier coup, ça fait 20 ans presque qu'il fait des jeux, un peu moins. Il sait faire. Il doit faire un jeu Lord of the Rings. Qu'est-ce qui s'impose à lui? Une fois que tu as lu Lord of the Rings, tu comprends que ça va être compliqué de faire un jeu compétitif. Ou alors peut-être un 1 contre 1 où quelqu'un joue Sauron et l'autre joue la communauté. Mais par le biais de tout l'univers de Tolkien, toutes les flèches l'amènent vers un jeu coopératif. Et comme je vous l'ai dit, le contexte de l'époque, les jeux coopératifs, c'est pas trop la fête. On se dit, les jeux coopératifs, c'est pour les enfants. Ou les rôlistes. Ou les rôlistes. Les journalistes de l'époque, enfin les experts de l'époque disent, attendez, mais si c'est un jeu coopératif et qu'on est tous dans le même bateau, il est où le jeu en fait? C'est facile, on va y arriver, quoi. On comprend pas quelle est l'adversité et tout, parce que c'est pas si simple que maintenant, après tous les Ghost Stories, Pandémies, etc., qu'on a vu passer. Donc, le développement du jeu, il se fait un peu dans ce truc-là, en se disant, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont aimer? Mais en même temps, la fatalité veut que ce soit un jeu coopératif, de toute façon, et qu'on incarne la communauté de l'anneau contre Sauron. Parce qu'effectivement, dans ce jeu, comme vous le voyez là sur cette photo, on va avoir plusieurs plateaux, on va devoir résoudre les uns après les autres. Et un plateau, je dirais, central, qui est celui du bas, là, où on voit toute la petite communauté de l'anneau qui se déplace de la gauche vers la droite, malgré eux. Ils aimeraient ne pas se déplacer, mais c'est l'attraction de Sauron. Tout à fait, Et Sauron qui, lui, parfois, alors c'est assez rare, mais parfois s'avance aussi, et donc vont être amenés, ces deux groupes, à se rencontrer. À chaque fois qu'un hobbit rencontrera Sauron, ce hobbit mourra. Et là, on parle d'élimination, en plus. Un truc qu'on n'aime pas trop maintenant, mais qui existait dans ce jeu-là, et qui va faire la force de ce jeu-là, même. C'est-à-dire une élimination alors que les autres continuent de jouer. Vous voyez que, d'ailleurs sur la photo, on a un hobbit qui a un très gros anneau autour de lui. Donc c'est le hobbit qui porte l'anneau lors de... Donc c'est effectivement coopératif, mais chaque joueur a son pion. Chaque joueur a sa situation, sa corruption par rapport à Sauron. Et l'anneau se balade de joueur en joueur, et effectivement, il faut que ce soit idéalement le joueur qui est le plus loin de Sauron qui porte l'anneau. Exactement. Mais on fait pas toujours ce qu'on veut dans le jeu. Non. Et au-dessus, on a le décor qui représente le parcours, effectivement, de la compagnie. Et en fait, on va aller, donc, grosso modo, de scène en scène. De la comté à Arachné, en passant par... le Balrog, la Moria, etc., jusqu'à l'épreuve finale de la montagne du destin. Et effectivement, il y a ce côté élimination, mais on a un peu ça dans le bouquin, en fait. Ce côté un peu dur où on perd des équipiers au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Et là où on a la pression pour tout le monde, on sent que c'est un groupe, que tout le monde se sacrifie. Et tu vois, typiquement, c'est un jeu à 5 joueurs, et tu dis, en fait, les hobbits, ils sont pas 4. Et en fait, dans le bouquin, ils sont 5, en fait. Et dans le bouquin, il y a le gros,
Alors, je sais pas si c'est parce que là, ça a été retraduit récemment, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont donné comme nom. Mais en vrai, il y a un 5e Hobbit dans le bouquin, quand vous lisez le bouquin, qui, lui, est abandonné, en fait, qui reste en arrière, en fait, pour faire croire à l'équipe, enfin, pour faire croire aux méchants que l'équipe est toujours à un même endroit, il reste en arrière pour habiter une maison où il fait un feu, je sais plus, mais enfin, il fait croire que tout le monde est encore là pendant que les autres se taillent. Donc voilà, il y a ce personnage-là, en fait, qui existe, qui a été oublié dans les films, mais... Et effectivement, quand je parlais de jeux un peu mécaniques, bon là, quand on regarde les images, on a l'impression que c'est très thématique, et ça l'est, plutôt par le design, enfin, je sais pas dire, c'est pas tant les mécaniques, c'est plus le feeling du jeu. Parce qu'effectivement, sur les plateaux qu'on voit par exemple d'Arachné ici, on va pas se déplacer dessus physiquement, c'est pas concret. En fait, il va y avoir trois chemins. Ils vont être la bravoure, l'intelligence, enfin je sais pas, mais 3 caractéristiques en fait de nos personnages. On va devoir, en tout cas une principale qu'on va devoir terminer, qui va dépendre de l'aventure qu'on vit. Donc Arachné sera plutôt la bravoure peut-être, mais il y a d'autres choses, ce sera plutôt l'intelligence, etc. On va devoir forcément finir, et d'autres qui vont permettre de nous faire gagner des bonus, ou en tout cas ne pas prendre des malus, donc récupérer des choses qui vont nous empêcher d'avoir des malus. Et donc du coup on peut choisir d'avancer un petit peu sur ces trucs là avant de faire le truc, enfin le vrai chemin, mais on peut aussi rusher vraiment le vrai chemin sans faire les autres trucs, quitte à avancer un peu trop vers Sauron, quoi. Et toute la résolution sera d'avancer plus ou moins vers Sauron. Sauron, lui, il va nous faire des petites crasses au fur et à mesure J'aime bien comment tu dis petites crasses. Bon, les petites crasses. Sauron, c'est bien son genre. C'est des petites crasses, c'est un crasseux. Ouais, c'est un crassou. Et le jeu, il fonctionne assez facilement, plutôt, on dirait presque... Enfin, là, ça a une tête de jeu très initié, mais la mécanique est très familiale. Il y a des tuiles, à son tour, on pioche une tuile et on résout l'icono qui est écrit. Si c'est l'icono d'un des 3 chemins, on avance sur ce chemin-là. Si c'est l'icono de Sauron, on avance sur Sauron. Il y a 2-3 autres petits iconos, mais c'est hyper simple, en fait. Et à l'époque, c'était un peu le cas quand il est sorti, et c'est toujours un peu le cas. C'est un jeu qui peut diviser parce que, justement, par son côté très très simple ici, il y a un côté hasardeux qui existe, et c'est des choses que les gens ont pointé un petit peu, même si dans le jeu, parce que Ragnar Knizia c'est pas le premier venu, dans le jeu il y a les possibilités d'appréhender, enfin d'anticiper la chance, d'anticiper ces choses-là, etc. En fait, ça a été un jeu qui a été énormément joué au Belgoludique, un week-end jeu organisé notamment par Roboprod, par Cédric et Thomas à l'époque, qui étaient des grands fans du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont fait Ghost Story quelques années plus tard. Et vraiment, ils y jouaient énormément. Et pour les avoir vus jouer et pour avoir participé à une partie avec eux, ils connaissaient vraiment le jeu par cœur. Et l'aspect hasard, il était très réduit, en fait. Une fois que tu connais le jeu... Et Ben Nexus Jeux soulève un vrai truc sur ce jeu-là qu'on retrouve ensuite sur Ghost Stories. Et plein d'autres coop depuis, mais c'est la difficulté du jeu à gagner, en fait. Donc, c'est-à-dire que les premières parties, vous vous faites lamentablement défoncer la gueule, et qu'il y a vraiment une courbe de progression d'apprentissage qui est très forte et qui est très appréciable. D'ailleurs, Knizia lui-même disait que le vrai, sur une des interviews qu'on vous a peut-être pas partagé sur rpg.net, tu pourras le partager, le lien de rpg.net, c'est une interview en anglais mais qui est très intéressante, précisément sur ce jeu-là. C'est pas celle que j'ai déjà... c'est la première que j'ai mise, monte encore. Non, descends. T'as un lien. Celle-là. Donc sur cette interview-là, il disait que le secret, en fait, de l'équilibre de ce jeu, c'est d'arriver à jauger on pouvait mettre entre l'espoir et le désespoir. Et effectivement, c'est 2 mots hyper importants dans ce jeu-là, parce qu'on pourrait dire entre gagner et perdre, entre chance et malchance, etc. Mais espoir et désespoir dans ce jeu-là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand vous avancez sur Sauron et que vous voyez qu'immuablement lui il avance, alors que nous on peut reculer, mais lui quand il avance c'est pour toujours. Et que c'est nos premières parties et qu'on se fait défoncer sur absolument tous les tableaux, c'est un désespoir total qui arrive. Mais hop, on joue une carte Gandalf qui nous remet dans la truc et tout, et là il y a l'espoir qui renaît. Et c'est vraiment ce truc-là, quand je l'ai lu, je me suis dit oui c'est exactement ça. J'aurais pas utilisé ces 2 mots-là, mais c'est vraiment ces 2 mots-là définissent bien ce jeu-là. Et le troisième, s'il devait y en avoir un troisième, ce serait sacrifice. Et ça, c'est important parce que je pense que tous ceux qui ont fait des parties du Seigneur des Anneaux de Knizia ont vécu un moment ce truc-là, de soit même devoir se sacrifier pour le groupe, soit voir quelqu'un se sacrifier pour le groupe. Et c'est assez fort, comme c'est peut-être le seul jeu, j'exagère parce que j'ai pas non plus fait tous les jeux à élimination, c'est peut-être le seul jeu à élimination où on n'est pas mécontent d'être éliminé, voire presque
Bah, en fait, c'est un acte héroïque et ça peut permettre de faire gagner. Du coup, on le fait presque volontiers des fois. En fait, c'est un jeu où il y a une élimination possible, mais c'est pas plutôt le jeu qui t'élimine que toi qui décide d'y aller, de te sacrifier pour le groupe. C'est ça qui est vraiment très bon en fait. C'est qu'il y a et en plus si élimination il y a, c'est plutôt vers la fin du jeu, ou alors vraiment ça s'est mal passé quoi, et le jeu devrait pas tarder de finir. Mais il y a vraiment ce côté où allez-y, enfin mais c'est très Seigneur des Anneaux en fait. Il y a vraiment le côté allez-y, passez devant. Moi j'encaisse pour vous et allez-y, vous allez gagner quoi. Et ça marche tellement bien. Et là, effectivement, alors à l'époque, parce que je vous vois parler un peu d'effet leader. Oui, alors dès qu'on parle de jeux coopératifs, il y a toujours le problème, entre guillemets, qui est soulevé de l'effet leader. C'est vrai qu'on a tendance à dire un de nos créateurs, déjà pour pas nous brider, parce que c'est pas une fin en soi de vouloir supprimer cet effet leader-là. Parce que l'effet leader, effectivement, il vient du fait que les joueurs partagent des infos et peuvent discuter de ce qu'ils veulent faire dans le prochain coup. Ça peut être très intéressant. Et dans ce cas-là, on l'appelle pas un effet leader, mais juste une discussion entre copains. Quand les gens sont pas trop débiles autour de la table et qu'on discute à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, ouais, bah toi tu pourrais faire ça, ouais c'est vrai, mais si je fais ça, est-ce que nanana, etc. Donc ça c'est super intéressant. Effectivement, dès qu'il y a souvent un mal alpha, on va pas se mentir, qui dit bah moi là il faut que tu fasses ça et ça, sinon on a perdu. Effectivement, c'est moins intéressant. Je propose plutôt que de jeter le jeu, de jeter la personne, ou en tout cas de ne plus jouer à ce jeu-là avec lui, parce que par ailleurs, il est peut-être très intéressant dans d'autres parties ou même dans la vie en particulier. Mais pour moi, c'est peut-être un excellent joueur de Shifumi. Oui, voilà, l'effet leader est plus dû au joueur, au jeu, même si évidemment c'est le jeu qui le permet, hein, pour le coup. Donc dans celui-là, effectivement, c'est ce que dit Ben dans le chat, c'est effectivement l'effet leader, c'est plus un problème de joueur que de jeu. Et dans ce jeu-là, on l'a, mais en même temps, c'est tellement drivé aussi par le tirage de la tuile. Que pour le coup, on peut pas trop réfléchir en amont. On peut mettre des plans sur la comète. On peut et dire en fait, si se passe ci, il se passe ça, on fera. Voilà. Et finalement, ça se passe pas comme on veut. Et Isara qui dit effectivement, en plus on est coopératif et donc si tu te fais éliminer, bah tu suis quand même l'aventure en fait. En plus, t'es pas éliminé du genre bah je suis sorti du jeu, je peux aller faire autre chose. Ah ouais, nous quand il y a quelqu'un d'éliminé, on lui dit de partir de la pièce. Donc après, dis-toi tu vas faire les commandes des pizzas, vas-y dégage. Et il y a une anecdote de test qui a été partagée par Rainer Knizia. J'aurais bien aimé trouver des photos de prototypes, mais apparemment sur internet c'est introuvable sur ce jeu-là. Mais en tout cas, il a partagé une anecdote de test, et c'est exactement ce qu'on disait là. Il disait que plus les tests avançaient, plus il sentait que les gens étaient prêts à sacrifier pour le groupe dans le jeu, que ça devenait plus un problème, enfin en tout cas le design avançant et le développement avançant, ça devenait plus un problème mais presque une marque de fabrique, voire même un point positif du jeu, j'arrive à faire ça. Et à ce moment-là, il s'est dit, il s'est posé, il s'est dit, bah là je crois que j'ai réussi à adapter complètement l'univers de Tolkien, parce que le principe du sacrifice dans le Seigneur des Anneaux, c'est quand même très très important. Et effectivement, c'est là qu'on a, et je comprends qu'il est le spiel du prix littéraire, ne serait-ce que pour cette force dans la mécanique du sacrifice. Quoi. Et donc ce jeu-là, effectivement, quand il sort, bah, les experts là, qui disaient « Oh, le coop, blablabla », bam, ils ferment bien leur mouille, en fait. Et ils disent « Putain, mais en fait, c'est vraiment génial ». Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il se passe que tous les auteurs, en herbe ou pas, se disent « Ah oui, c'est vrai que c'est génial, si on faisait des jeux coop pour la famille ». Et donc à partir de là, plein de jeux coop en ont décliné. Exemple. Il y a un des exemples assez forts, assez connus, c'est les Chevaliers de la Table Ronde de Serge Laget et de Bruno Catala. Et clairement, j'étais là à l'époque. Bah oui. Non mais je veux dire, je connaissais Serge et Bruno à l'époque. Et c'était à la base une idée de Serge qui était j'adore le Seigneur des Anneaux coopératif, mais c'est fidèle au livre en fait, et donc ça raconte la saga épisode 1, épisode 2, épisode 3, et lui il aurait aimé quelque chose d'un peu plus libre, vraiment on fait ce qu'on veut. Parce que c'est très... on reviendra sur les défauts du jeu, ou sur comment on peut le percevoir maintenant à la fin, mais effectivement oui. Mais voilà, donc il y avait ça, et lui ce qu'il voulait c'est c'est un jeu coopératif plus monde ouvert, on va dire, avec une menace générale, et on va résoudre les problèmes où on veut, quand on veut, pas linéaire. Donc ça, c'est son idée de départ sur les Chevaliers de la Table Ronde. Et il était un peu bloqué sur pas mal de choses sur ce jeu, et c'est là qu'il a invité Bruno Catala à jouer avec lui, à développer le jeu ensemble. Et c'est Bruno qui a dit moi les jeux coopératifs, j'aime pas trop ça, mais si on met un traître, et là c'est cool. Isara dit il est très cool les chevaliers, mais quelle idée de mettre un traître. Et bah c'était en fait...
c'est ce qui a débloqué. C'est ce qui a fait que le jeu existe. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Donc quand Bruno est arrivé sur le projet, il a dit moi les jeux coopératifs c'est pas ma tasse de thé. Mais par contre, s'il y a un traître et pas forcément en plus. Dans les Chevaliers de la Table Ronde, au début du jeu, on reçoit une carte d'allégeance, mais il y en a plus que le nombre de joueurs. Et aussi bien, il n'y a pas de traître. Et aussi bien, le jeu est suffisamment méchant, on va dire, et suffisamment dur pour qu'on perde sans qu'il y ait un traître. Et d'autant plus qu'on croit qu'il y a un traître. Et ça, c'est assez fort, parce qu'il y a le côté suspicion qui se met en place, où un joueur joue n'importe comment. Mais en fait, il joue pas c'est juste qu'il joue sa manière de jouer, en fait. Et pour le coup, ce fameux effet leader, comme il y a possiblement un traître, on n'écoute pas forcément à 100% un joueur, en fait, qui donne son avis. Tu vois, Gédéon dit, je pense pas que ça tienne qu'aux joueurs, un jeu peut permettre d'empêcher ça. Oui, un jeu peut permettre d'empêcher ça, mais en empêchant ça, tu empêches aussi certaines choses. C'est-à-dire, tu empêches un groupe qui n'a pas de leader de discuter, de résoudre un problème ensemble, c'est aussi peut-être quelque chose qu'ils aiment bien. Donc en fait... Même si c'est pas que c'est comme j'ai dit, hein, c'est que le jeu le permet, et certains joueurs, pas mal intentionnés, mais mal lunés, vont l'utiliser pour le détourner. Mais en vrai, à la base, c'est pas un jeu qui a un effet leader, c'est un jeu qui permet aux joueurs de résoudre un problème ensemble, main dans la main, et certaines personnes contournent la chose en disant c'est moi qui ai raison, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Donc c'est pas tant un problème du jeu que de joueur. Et Isara dans le chat qui dit que elle, pour le coup, ce qui sauve le jeu à ses yeux, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre le traître, le félon. Mais ça, c'est typiquement j'allais dire une typologie de joueurs. En fait, il y a des gens qui, comme tu dis, ont envie de résoudre un problème tous ensemble. Et c'est ça qui les fait kiffer, et ça marche comme ça. Et effectivement, il y en a d'autres qui ont un peu plus l'envie d'avoir un peu de suspense et de retournement de situation avec ce traître qui est peut-être là, peut-être pas là. Ça marche très très bien aussi, mais c'est plus une typologie de joueur. Et donc dans Lord of the Ring, tout y est. Hein. Il y a tous les personnages, tous les objets, là vous les voyez avec des cartes. Il y avait une question dans le chat, c'est quel que soit le personnage qu'on joue, parce qu'effectivement, on joue un Frodon, etc. C'est là que t'allais... J'allais en parler aussi parce que j'ai vu ce message-là, mais... en gros, on a effectivement un Hobbit qu'on incarne et qui a une particularité. Chacun va avoir une particularité. Sa petite règle, quoi. Sa petite règle qui est hyper intéressante parce que je crois que, par exemple, de souvenir, hein, mais il me semble que Sam gère mieux l'anneau que les autres. Oui. Parce qu'il a moins l'influence de l'anneau, donc il lui faut juste 2 anneaux au lieu de 3 peut-être pour gérer l'influence de l'anneau à la fin de chaque manche. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, moi j'y rejouerai avec plaisir. Cette émission elle m'a fait envie. Il fallait, tu sais, 3 cœurs, 3 anneaux et tout, et je crois que Sam en avait besoin d'un de moins, donc c'était pas mal de lui donner l'anneau lui, parce qu'il pouvait gérer plus facilement les choses, etc. Et voilà, ils ont tous leurs petites caractéristiques qui ne marchent que quand c'est eux qui jouent, donc du coup il y a un intérêt à jouer tel ou tel personnage. Effectivement, à côté de ça, on va avoir aussi des cartes qui vont... toute une époque. Hein. Donc là, on voit exactement en quelle année est sorti le jeu. Ce plaid est extraordinaire. C'est-à-dire que là, c'est pas les années 2020. C'est les années 2000, cela dit. Moi, j'aurais presque dit 80. En 2000, on était quand même bien moche. Hein. C'était impressionnant, mais bon. Mais du coup, oui, voilà, on a tous les personnages qui arrivent, le Lembas que vous pouvez voir, etc. Donc c'est quand même un vrai plaisir d'y jouer. Parce qu'on retombe complètement dans la thématique, même si, et là j'y viens, ça peut être un jeu qui a des aspects un peu froids. Il y a des gens qui se sont, se sont fait plaisir. C'est du pimpage. Donc effectivement, avec le temps, alors déjà avec le temps, et quand je dis le temps, c'est pas beaucoup d'années, genre 1 ou 2, il y a des extensions qui sortent. Oui, tout à fait. Et en tout, il y en aura même 3. Je crois que Ben nous disait que sur les plateaux étaient déjà prévus peut-être. Ouais, en fait la première extension était clairement déjà prévue, parce que les cases sont numérotées. Et genre sur le premier plateau, ça commence déjà à la case genre 20, tu vois, bizarre, elles sont où pourquoi il n'y a pas les premières cases? Parce qu'en fait la première extension elle ajoute les quêtes, donc vous voyez ces plateaux où on avait Arachné, etc. Elle rajoute 2 quêtes, Bri et Isengard. Ouais. Et du coup ça doit être des quêtes que Knizia avait, j'imagine, designées dès le départ, et que l'éditeur a peut-être dit bah là ça fait trop, le jeu il est trop long, trop foisonnant, etc. On les enlève, on les mettra dans une première extension qui sort en 2002. Alors que le jeu sort en 2001, je crois. 2001 en France, et 2000 en Allemagne, États-Unis, j'imagine. Ouais. Et du coup, effectivement, dans cette extension, il y a quelques ennemis en plus et 2 nouvelles quêtes. Ce que les joueurs demandent, hein, pour le coup, c'est assez cool d'aller faire Bride, d'aller faire Isengard, etc. La même année. C'est ça qui est fou. C'est fou. La même année. Je m'accroche. Maintenant, il n'y a plus 2 extensions dans la même année. Mais la même année sort la 2e extension. Qui est complètement différente ici, puisqu'elle va permettre à un joueur d'incarner Sauron.
Ah oui, Et oui. alors ça... Et donc de jouer jusqu'à 6. Ouais. Parce que du coup, il peut y avoir toujours 5 joueurs de la communauté et un joueur qui incarne Sauron. Donc là, on casse un peu le jeu coopératif et ça devient un jeu asymétrique, comme pouvait l'être HeroQuest, qui est sorti bien avant, mais qui est un jeu coopératif avec un maître du jeu. C'est un peu différent, mais voilà. Je l'ai pas nommé dans les jeux coopératifs avant Lord of the Rings, mais il y avait quand même HeroQuest. Et enfin, beaucoup plus d'années plus tard, donc 5 ans plus tard, ça c'est l'extension Sauron. Donc ça c'est l'extension Sauron qui a été quand même un marqueur aussi, parce que ça a été un peu enfin pas une demande, mais il y avait aussi ce côté-là où, certes on joue contre le jeu, etc., mais il y a toujours, on l'a vu avec les Chevaliers de la Table Ronde, cette envie d'être le méchant, quelque part, et là on offre la possibilité à un joueur de jouer Sauron. Donc en fait, ce pion un peu automatique, ce méchant automatique du jeu, il est remplacé par un joueur qui a des choix, qui a des cartes à jouer. Et quand pouvoir manipuler les ennemis, etc. Et quand je parlais justement des Belgoludiques, le week-end jeu organisé par les amis belges de Repoprod, qui étaient fans du Seigneur des Anneaux et qui jouaient tout le temps au Seigneur des Anneaux, en fait, ils jouaient à la version Sauron, en fait. Et il y avait, donc il y a Fix, un des habitués de l'époque, enfin week-end jeu, qui jouait toujours Sauron, et qui vraiment, ils avaient cette tradition d'avoir Sauron. Ils avaient customisé leur jeu avec des petites figurines Lego, enfin, il y avait tout un décor, il y a toute une mise en scène extraordinaire. Et ce moment où t'es le méchant derrière ton petit côté, je vais vous préparer des trucs. Voilà. Incarner Sauron, c'est un peu la classe. C'est un petit peu classe, quoi. Et c'est quelque chose qui a influencé, par contre, je pense, Antoine, j'en ai pas parlé avec lui, mais sur son extension Black Secret, où on peut jouer Wu Feng, etc. Ouais, tout à fait. Même si la mécanique est vraiment différente, puisque de toute façon les deux jeux sont assez différents. Et effectivement, en 2007, il y a une troisième extension qui s'appelle Champ de bataille, qui ajoute un système d'affrontement d'ennemis, en plus des quêtes que tu dois réussir. Alors ça, j'avoue que celui-là, pour le coup, j'ai pas joué. C'est peut-être too much, ça sort 5 ans après. C'est sympa pour ceux qui vraiment ont suivi le jeu jusqu'au bout. Moi, j'ai dû faire une partie, et puis en fait, le jeu de base, il est mieux. Enfin, c'est-à-dire que Champ de bataille, ça amène un peu de lourdeur quand même. Mais bon, quand tu connais le jeu, pourquoi pas. Encore une couve fabuleuse, par contre. La couve, elle est dingue aussi. Hein. Ouais, je me souviens, il y a un plateau à part avec des combats qui se déroulent dessus. Voilà. En fait, très abstrait en vrai. Hein, et d'ailleurs, là. Voilà, c'est des figurines. Parce que mais en regardant. Mais... Ça te fait pas penser à Black Secret ? Malgré tout, alors que c'est sourd. Non, mais tu sais, ce plateau à côté qui est le cimetière que tu fous dans Black Secret, il y a un peu. C'est sûrement pas fait exprès, mais. En tout cas, ça ressemble. Ouais. Donc en fait, là, ça gère des batailles entre les différents guerriers. Parce qu'effectivement, dans le Seigneur des Anneaux, on joue les hobbits. Donc on part à la montagne du destin jeter l'anneau. Mais effectivement, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? À côté, il se passe 1000 choses. Il y a les armées qui s'affrontent. C'est la guerre, quoi. C'est la guerre, quoi. Hein. Il y a le Gondor, il y a le Rohan, toutes ces batailles. Et c'est simulé par ce plateau-là, en fait. Et donc ça nous fait encore quelque chose de plus à gérer, à surveiller, et sur lequel Sauron peut jouer. Et donc, pour le coup, si vous avez jamais joué au moins au jeu de base, essayez-le, c'est quand même hyper agréable. Ça n'empêche pas le jeu de pas avoir non plus une note fabuleuse sur BGG. Étonnamment. Tu veux dire ? Ah oui, le jeu en lui-même, oui. Le jeu de base, qui doit être à 6. Tu vois, la dernière extension est mieux notée que le jeu de base, je pense. On va regarder, mais je crois qu'elle est à 6,8, quelque chose comme ça. C'est une bonne note, hein. Attention, avec le nombre de notes qu'il doit avoir. Le Seigneur des Anneaux 2000. 2000, voilà, je l'ai. Hop là. Il a 6,7, voilà. C'est pas... 6,7, alors après il y a combien de notes ? Il y a 16 000 notes. Donc, il y a sûrement des 1 aigris, c'est sûr, mais ça pour tous les jeux, hein, pour le coup. Oui. En fait, une très bonne note. À parier qu'il y a j'aime pas la coopération 1. Oui. Il y en a plein. Mais ça reste quand même une très bonne note pour le coup. Mais c'est pour dire qu'effectivement il y a des choses qui gênent un peu les joueurs, d'autant plus les joueurs sur BGG. C'est la chance, le facteur chance qui est quand même assez présent. On a dit qu'on pouvait un peu l'effacer d'une manière ou d'une autre. Mais il est quand même là, le jeu le veut, c'est comme ça, c'est pas un défaut en fait. Enfin, s'il n'y a pas de facteur chance, c'est pour le coup le jeu il est scénarisé. Toi tu fais les scènes les unes après les autres. Si en plus il n'y a pas le facteur chance, tu peux calculer, tu les fais. Et puis voilà, c'est tout le temps la se déroule sans toi. En fait, la chance permet de faire que le jeu est tout le temps différent. Et ça permet d'impliquer les joueurs et de les faire stresser. Et effectivement, ce mélange entre espoir et désespoir dont il parlait. Et du coup, on va avoir quand même, parce que c'est pas parce qu'on a 6,7 qu'on se vend pas, on va avoir plus d'1 million de boîtes qui vont être vendues de par le monde. Peut-être même un peu plus maintenant. Un jeu qui est très très régulièrement réédité. Ça, mais voilà. Alors très régulièrement réédité. Est-ce qu'en ce moment il est disponible ? Non ?
En fait, FFG l'a réédité, mais il n'y a qu'une seule réédition, c'est FFG, de ce que j'ai vu en tout cas. Parce que moi je me souviens qu'à l'époque, donc c'est Hasbro qui a fait la boîte de base. D'ailleurs, je me demande si ma boîte c'est pas une Hasbro. Tilsit en français, mais ça c'est pas une réédition. Ouais, c'est là, il y a eu Tilsit, il y a eu FFG, et FFG qui en fait a refait la boîte avec exactement le même facing, mais en améliorant le matériel. Donc là, on a des super belles figurines. Je t'avais envoyé une photo, mais tu dois pouvoir avoir quelques. Mais je t'ai envoyé, voilà, c'est celle-là. Ouais. Non, pardon, après. Voilà, c'est tout ça, FFG. Et du coup, effectivement, sur la dernière photo, on va voir les figurines, etc. Et c'est quand même vachement plus beau. Moi, j'ai pas cette version-là. Donc là... attendez, il y avait une question dans le chat. C'est quoi exactement le nom? Alors, si tu recherches, ça c'est tout simplement Le Seigneur des Anneaux. Voilà. En fait, nous, on l'appelle le jeu coopératif parce que pour qu'on sache de quoi on parle, parce qu'il y en a plein. Mais en vrai, c'est le premier, quoi. En fait, quand tu dis le jeu Seigneur des Anneaux, bah c'est celui-là. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, du coup, là, on voit effectivement la version qui est quand même vachement plus classe. C'était une version anniversaire, je crois. Je sais plus combien. 15 ou 20 ans. Ouais. Bon, les 20 ans, les 20 ans sûrement. Ouais. Donc, ouais, plus d'1 million de jeux. Meilleure adaptation littéraire, Spiel des Jahres en 2001. La même année qu'Arcas remporte le vrai Spiel. Une réédition anniversaire pour FFG, donc c'est plutôt effectivement un jeu qui remporte les suffrages malgré les quelques bémols de certaines choses, et tout le monde s'accorde à dire que c'est un jeu qui a pas créé un nouveau style, mais popularisé un nouveau style dans un public précis. Et d'ailleurs, ça vient d'une chose, et on en parle des fois en tant que les auteurs en herbe peuvent se poser la question, même nous parfois. Reiner Knizia, dans son processus créatif, vous verrez allez fouiller un petit peu les interviews que je vous ai proposées. Dans son processus créatif, Reiner Knizia, il ne joue à rien. Donc c'est plutôt de l'école de Bruno Feduti, je crois qu'il fait un peu ça aussi. Bruno, il joue énormément. Non, Bruno, c'est l'inverse. Il joue beaucoup. Je crois que c'est peut-être Catala, alors il joue beaucoup à ses protos, Bruno. Ouais, il joue à beaucoup moins. Qui a très peur, en tout cas, qui veut pas se faire influencer par ce qui existe déjà, qui lui permet de se mettre dans un inconfort parce que il se base pas sur quelque chose qu'il connaît ou qu'il a vu ou qu'il copie inconsciemment. Et donc, il va être amené potentiellement, ça marche pas à tous les coups, sinon pas tous, à inventer des choses, à créer des choses, à se sortir les doigts du cul, en fait. Tout simplement, mon petit Knizia. Et ça, il le dit assez bien que se mettre dans une position d'inconfort, c'est quelque chose qu'il fait très régulièrement parce que ça permet à la création d'exister, à l'imagination de se développer. En fait. Ouais. Et après, alors, le pendant un peu négatif de ça, c'est que des fois, tu réinventes la roue, quoi. Des fois, tu refais un jeu... bien sûr. Des fois, ton jeu, il sort et c'est exactement le même qu'un truc qui sort... J'ai souvenir justement de Reiner Knizia qui sort un jeu qui s'appelle Circus Flocati, qui est un petit jeu de cartes. Voilà. Et en fait, quand je l'ai joué, je me dis, bizarre, c'est exactement la même chose que Kleine Fische, quoi, qui est un autre jeu sorti quelques temps avant. Et effectivement, il y a ce côté où tu peux réinventer les trucs qui existent déjà. Il y a ce risque-là, mais en même temps... toujours pareil, il y aura la patte de l'auteur, j'imagine. Je vais pas jouer à ce jeu-là, mais voilà, il y a tout ce truc de, au pire, c'est d'accord. Au pire, j'ai ta vision dans cette thématique ou mécanique-là, j'ai ta vision. Et donc, du coup, là, ça lui a permis un grand tour de force. Alors, c'est pas comme ça qu'il l'a imaginé, mais c'est créer un jeu coop avec une adversité hyper forte qui va, avec Horror Arkham, laisser la porte ouverte à tous les jeux coop en mode très dur. On réussit pas les premières parties des années suivantes, en fait. Merci pour ça, bon docteur. Parce que effectivement, souvent on se dit en fait, on a toujours envie, j'ai l'impression, les gens, nous, les humains, on a toujours envie de mettre des dates et des paliers et de dire ça a inventé tel truc. En fait, la plupart du temps, c'est pas ça qui se passe. C'est que les choses existent, mais ça la popularise. Et effectivement, des jeux coopératifs adultes, il y en avait avant. Mais Knizia, c'est un palier, c'est un marqueur, quoi. Il y en avait avant et assez marquants. Détective Conseil, Horror Arkham et tout, mais complètement. Le moment où il sort, la licence qu'il a, les films qui arrivent derrière, le fait que ça soit Knizia et que ça fait 20 ans qu'il l'a, il y a un tout, ce savant mélange entre chance et planification. Voilà, ça a cristallisé quelque chose et tout le monde a dit oui, on y va, go, c'est trop bien, quoi. Donc on dit dans le chat, ça doit être dur à trouver. Justement, je me pose la question. La version FFG, je suis pas si sûr, mais tu devrais le chercher directement dans Philibert ou Ludum ou... je pense que je vais chez...
Il est à 10 balles chez... À 10 balles sur Ocaseo. Il y a 11 annonces. Donc c'est la plus belle. Voilà. Bam. Je pense qu'après ce live, il n'y en a plus. Les 11 sont vendus. En vrai. C'est pas cher. Donc, 10 balles, j'ai presque envie de le racheter. Moi, alors je sais plus s'il est au Vieux Con Ludique, si je l'ai déjà emmené au Vieux Con Ludique, ou quelqu'un l'a apporté, je sais plus. Oui, mais il y en a un au Vieux Con. Il y en a un au Vieux Con, mais j'apporterai les extensions la prochaine. Parce que j'ai vraiment envie, moi j'ai vraiment envie d'y rejouer. Là, pour là, je me dis par contre, il faut que je me remette quand même dans les règles. Parce que toi, on a évoqué des choses. En fait, c'est des souvenirs me sont revenus, mais j'ai pas le détail. J'ai joué il y a moins longtemps que toi, je pense. Mais j'ai à peu près tout joué. Et oui, sur voilà, Ocaseo, bam. L'ordre du jeu, enfin l'ordre du tour moyen, mais sinon j'ai à peu près tout. Tu arrives à un endroit, tu récupères les cartes, on les distribue. Il y a les jokers, il y a des cartes d'une couleur et de l'autre, et tu peux certaines. Ah oui, il y a 2 couleurs. Oui, exact. Ouais, ça, les choses reviennent petit à petit. Mais ça, typiquement, faut qu'on y rejoue. 35 balles, ouais, vous l'avez à 10 € en occasion. Ah, cool. Très bon jeu, n'hésitez pas. Encore une fois, je mets le bémol de attention, c'est pas forcément fait pour tout le monde, hein, comme tous les jeux en vrai, mais voilà, il y a un morceau de chance assez important pour le coup, et qui peut être travaillé, évité, les jours. Alors effectivement, Ben Accessible Jeu, il y a eu plusieurs éditions, il y a eu l'édition Hasbro, il y a eu l'édition Tilsit, j'ai plus les détails en tête, mais je crois qu'il y a certaines versions dont les règles sont un peu mal gaulées. Il faut pas hésiter si vous retombez sur ce jeu, si vous voulez jouer à ce jeu, à aller chercher les règles sur internet. Vous allez sans doute trouver une version expurgée des erreurs. Donc voilà. Ouais. Oui, il y a une grosse fac, nous dit Tony. Ouais. Mais n'hésitez pas, ça vaut quand même le coup d'aller... Je savais pas que Pénélope avait fait un archéologeux dessus, déjà. Ah oui, c'est possible, tu vois, j'aurais dû le regarder. T'as pas fait suffisamment de recherche. Non, pas assez de recherche, non. J'en ai fait, mais pas assez. Et alors, on n'a pas terminé. On a terminé sur le Seigneur des Anneaux, je pense, parce que pour le coup, on pourrait parler des autres jeux qui prennent comme thème le Seigneur des Anneaux, mais il y en a tellement que. Il y en a des plus marquants que d'autres. Ouais. Notamment, pas s'il sera marquant, mais en tout cas celui qui est sorti de Matt Leacock. Le tout dernier, ouais. Voilà, et Rob Daviau. J'ai pas joué encore. Et Rob Daviau aussi. Je pense pas. C'est que Matt Leacock. Par contre, il y a Leacock dans le chat. Ouais, c'est pas Matt Leacock. Anthony a joué, nous a dit que c'était assez cool, et moi j'ai aussi des retours assez positifs sur celui-là. Donc qui de pour le coup, mais pour quelque chose d'un peu plus lourd et un peu plus thématique pour le coup aussi. J'ai pas joué, mais j'ai bien envie d'essayer. On a aussi un petit roll and ride de, je crois, Michael Reinecke, mais je suis pas sûr, qui est assez cool. Où pareil, tu refais le chemin, mais avec des lancers de dés, avec une mécanique hyper intéressante, qui est que les dés ont une couleur et des symboles. Oui, j'ai vu ce jeu. Et tu vas lancer les dés, et en fait, tu n'as le droit de prendre tu as le droit de prendre tous les dés que tu veux, mais il faut pas que tu aies 2 fois la même face sur une seule prise. Donc c'est-à-dire, je lance mes 5 dés, s'il y a 2 anneaux, j'ai le droit de prendre qu'un seul anneau, et pas d'en prendre 2. Donc j'espère à chaque fois faire les faces positives à chaque lancer, pour pouvoir en reprendre à chaque fois. Et il va y avoir des faces négatives que tu vas être obligé de prendre et tout, et c'est plutôt agréable. Moi, le livre-jeu de Raven, j'avais trouvé ça moyen, Ben, pour le coup, mais j'avais testé que la première version, mais j'avais trouvé le premier scénario. J'ai trouvé ça un peu mollasse, moumou. Ouais, et puis c'est toujours les problèmes des jeux à scénario, c'est qu'il faut vraiment que le premier soit chouette. Parce j'avais la sensation qu'il y avait un bug on pouvait faire quelque chose avant une autre chose, et du coup ça cassait un peu le truc. Mais bon, voilà, j'ai un retour que sur le premier scénario. Donc Simon nous dit qu'il n'y a pas les Seigneurs des Anneaux au Vieux Con Ludique, mais je crois que je me demande si c'est Pénélope qui n'avait pas amené le sien en fait. Ah, peut-être qu'elle elle l'a ramené. Donc je pense parce que je sais qu'il y en a qui ont joué une fois. Ouais, moi, mais j'enverrai le mien avec les extensions, parce que j'ai toutes les extensions aussi. Et donc voilà, ça c'est la multitude de jeux Seigneurs des Anneaux qui sont sortis. Il y a aussi le jeu de Pli à la The Crew qui est sorti il y a très peu de temps. Ah oui, c'était bien ça. Qui était plutôt pas mal. Je sais pas, en fait, moi j'ai beaucoup joué sur le proto. Il a tourné à un moment donné en week-end jeu via Thomas Provo qui avait réussi à avoir le truc, voilà, en contrebande, tu vois. Donc j'y ai pas mal joué, j'avais trouvé ça chouette, et finalement j'y ai pas joué sur la version finale en fait. Ouais, ok. Moi j'ai la version finale, j'ai fait quelques parties, mais je voulais le faire en famille, et c'est vrai qu'on n'a pas plus relancé, mais il faudrait que je les relance parce que c'était cool. Et donc voilà, plein de jeux Seigneur des Anneaux, mais ça évidemment c'est une licence. Non, c'est pas celui-là. Il y a tellement de jeux qui est un peu vivante, là, quoi. Ouais. Le JCE aussi, c'est intéressant. Et plein de jeux de Rainer Knizia, ça on va pouvoir en parler. Je vais terminer avec une de ces dictons. Rainer Knizia nous dit que j'ai passé tout de suite traduit en français. Ah oui, parce que fais-le en anglais avec l'accent de... Pitié non. Voilà. Donc dans les jeux, le but, c'est de gagner.
Ouais. Mais le plus important, c'est le but, pas la victoire. Allez. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. Je crois que c'est une. Je dirais que c'est une variante. C'est mal traduit, ça. Je dirais que c'est une variante de l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Ouais, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Mais dans le jeu. Ouais. Et donc, comme Reiner Knizia, on le respecte, on va juste pas juger. Ok. Oh putain, Dorine, elle arrive pile quand on a fini. Ouf, au moins elle pourra pas se moquer. Et ben écoute, je pense qu'on peut conclure sur les vieux cons ludiques. Et puis après, on basculera sur la chaîne. On peut déjà un peu, au moins, citer peut-être 2-3 jeux très notables de Reiner Knizia, s'il y en a qui veulent un peu tout à fait, parce que plus loin. peut-être. C'est déjà quelqu'un qui continue à faire des jeux, ce qui est pas commun, parce que le mec il a commencé en 80, donc ça fait 45 ans. Le jour où ça fera 45 balles de métier. Bah, on se réveille. Donc là, on vous a parlé du Seigneur des Anneaux de Reiner Knizia. Attention, il est dans le chat. Waouh, Reiner Knizia est dans le chat. Mais il a fait énormément d'autres jeux. Et si on regarde ses top jeux dans BGG, il y a la quête pour Eldorado, qui est plutôt cool, mais je pense qu'elle a pas trop de votes. Des mécaniques vraiment intéressantes. Mais il y a des mechas super intéressants. Moi, je l'aurais pas mis dans le top, mais c'est vraiment un chouette jeu. C'est un jeu de deck building qui sert à faire une course. Et généralement, les deck building, ça fait sa petite méca, sa petite popote, mais là, il y a une course avec, donc c'est plutôt chouette. Par contre, en deuxième, il y a Ra. Ra, c'est tellement bien. Ouais. Ra, c'est un de ses bangers, et si on avait eu... Moi, je préfère Samurai, mais ouais. Non, mais dans les mêmes années, en fait. Ça, c'est la réédition. Par 25th Century qui réédite les classiques, et donc ils ont réédité Ra dans une version avec une super ergonomie d'ailleurs, ce qui était peut-être un des défauts de la version d'origine, de la version d'Aléa. Ra, c'est un extraordinaire... On y joue quasiment régulièrement au vieux qu'on le dit. Voilà, extraordinaire jeu d'enchères. Donc là on est sur la version de la réédition. Est-ce que il n'y a pas Shoten la vieille non plus, boîte pour le coup, là ils mettent un top moyen. Ça c'est le top BGG, alors c'est vraiment la vision des joueurs de BGG. Des gros joueurs. Mais ça met quand même la lumière sur certains... Sur BGG, on va pas voir apparaître Shoten Toten ou les cités perdues. Oui. Moi j'aime beaucoup la version originale pour le coup. Là, voilà, c'est sobre, c'est propre. C'est allemand. C'est allemand. Voilà. C'est l'Égypte vue d'Allemagne. Ouais. On peut dire ça comme ça. C'est un jeu d'enchères vraiment, vraiment brillant. À chaque tour, on retourne une tuile sur la table pour faire un lot. Là, on a un lot où il y a pas mal de tuiles de poser. Mais à tout moment, un joueur peut dire « Ok, on lance l'enchère là-dessus. On veut savoir qui achète ça. » Et le système d'enchères, chaque joueur a un certain nombre de soleils, de petits soleils en bois avec un chiffre dessus. 3, je crois, non Ça dépend du nombre de joueurs, en fait. Et donc, on ne peut enchérir que les chiffres qu'on a devant soi, et les chiffres sont répartis de manière équitable entre les joueurs. Et donc, un joueur va poser dire, moi je mets mon 8, moi je mets mon 17, ok, c'est bon. Et le joueur qui gagne le lot et également le soleil qui est sur la table, et il va mettre le soleil avec lequel il a gagné au centre pour faire partie du lot d'après. Ouais. Donc j'ai gagné mon enchère avec mon 17, mais le prochain joueur, il va remporter l'enchère. Moi j'ai gagné une enchère et je récupère un soleil, et donc tout est dans un même cercle. Tout à fait. Et ce soleil que tu récupères, tu l'auras pour la manche d'après, parce que tu ne peux acheter que 3 ou 4 fois selon le cas. Et voilà, et tu constitues comme ça tes collections, et après dans chaque collection, j'allais dire c'est classique, mais en fait c'est Knizia quoi. Il y a des choses, il faut en avoir sinon tu perds des points, il y a des choses, le joueur qui en a le plus fait un scoring, il y a des trucs qui scorent de manière exponentielle, enfin voilà, il y a plein de choses, plein de scoring différents. Qu'on retrouve un peu dans tous ces jeux, et je pense que si on parle d'autres jeux, on va avoir un peu la même sensation, donc je le dis là, et comme ça vous pourrez l'avoir en tête pour les prochaines explications. En fait, Knizia, il le dit lui-même, pas à mon micro, hein, mais il le dit lui-même. Il est, et ça m'a étonné, mais il part souvent d'un thème. Oui. Asseyez-vous, prenez l'info. Vous auriez pas dit ça, hein, non, personne n'a dit ça. Il part souvent d'un thème, mais comme c'est un fou d'épure, que ça soit thématique ou mécanique, il voudra tout épurer pour que tout soit le plus clair possible, quitte à couper un peu dans la thématique aussi pour que ça alourdisse pas le propos. Et bah au final, ces jeux peuvent paraître parfois un peu abstraits parce que justement, il va déblayer. Et du coup, on aime ou on n'aime pas, mais ça fait des jeux très très épurés où on se pose quasiment pas une seule question une fois qu'on a compris les règles, parce que ça, c'est l'éditeur peut aussi se merder là-dessus. Une fois qu'on a compris les règles, généralement les jeux de Reiner Knizia ils restent dans la tête, et puis voilà, moi le Seigneur des Anneaux, j'y ai pas joué depuis 10 ans, je me rappelle les règles en fait. Et donc ça c'est une force, comme parfois peut-être une faiblesse, parce qu'il y a des gens qui seront plus attirés par de l'améritrage avec des trucs un peu plus lourds quoi.
Et ce qui peut aussi donner parfois l'impression qu'il n'y a pas de thème, c'est que comme les jeux sont souvent réédités, typiquement Ra, il est ressorti sous le nom Radia, en format carte, et c'était des mafieux. Rien à voir avec... Rien à voir, mais tu vois, typiquement dans Ra, tu prends des cartes Nil, des tuiles Nil, qui valent 1 point, mais elles ne valent rien si t'as pas d'inondation. Et c'est thématique en fait, si le Nil, ça inonde pas, il vaut rien. Non, mais... et donc dans Ra, t'as des limousines, et t'as le chauffeur. Et tant que t'as pas le chauffeur, tes limousines, ça sert à rien, quoi. Donc, il fait très attention au thème, mais comme les jeux sont très très épurés et que à chaque fois il a des mécaniques hyper intéressantes, ce qui ressort c'est souvent les mécaniques. Oui. Après c'est comme tous ceux qui travaillent à partir d'un thème, des fois ils travaillent à partir d'une mécanique, effectivement génial. Je pense qu'à la base il s'est pas dit je vais faire du carrelage portugais. Non mais génial, effectivement a pas de thème, mais c'est vraiment un jeu abstrait, génial. Et génial c'est vraiment très bien si vous avez l'occasion. Je l'ai vu à un monde de jeux récemment, donc il a dû être réédité. Alors Zéro, s'il y avait un thème, c'était les chiffres. C'est tiens, le thème des chiffres, j'aime bien. J'aime bien les chiffres. Et Medici, c'est GDon34 qui parle dans le chat et qui dit Medici c'est lui aussi, oui c'est lui et c'est très très bien. Quand on dit c'est lui aussi, généralement c'est lui. C'est lui. Et c'est super bien, Medici. Et encore un jeu d'enchères. En fait, il y a beaucoup de jeux de Knizia qui sont des jeux d'enchères. Et c'est à chaque fois des jeux super malins. Et Medici, c'est vraiment très fort. Et puis après, en plus, c'était une époque où il y avait beaucoup de jeux d'enchères. Hein, donc, Rainer, il a fait parmi les meilleurs jeux d'enchères qui existent. Entre Ra et Modern Art, par exemple, déjà. Ouais, Modern Art qu'on a là sur une nouvelle édition. Alors pareil, Modern Art, c'est toujours réédité. Et ce qui est marrant, c'est que donc on achète des œuvres d'art et donc chaque édition, il y a des œuvres d'art, enfin il y a des cartes qui représentent des œuvres d'art. Et donc d'une édition à l'autre, c'est assez marrant de voir ce que les éditeurs ont décidé. Il y a Endgame qui a fait une version, on l'a vu là. Là, il y a une version avec des timbres. Ça, je sais pas quelle est cette version, j'ai jamais vu celle-là. On dirait des cartes de Magic, ouais. Ah ouais. Après, il y a peut-être des gens qui ont fait leur propre édition. Ça, celle-là, cette version-là, je l'ai jamais vue non plus. Ça, c'est la version qui a été éditée par Matago. Enfin, Matago a fait cette version-là. Ouais, mais c'est celle que j'ai. Il y a des éditions que j'ai jamais vues. Il y a des éditions éponymes. Il y a sûrement des éditions pour des musées ou des trucs comme ça. C'est possible, ouais. Ce serait pas idiot. Modern Art, si vous avez l'occasion, c'est vraiment très très bien. Ouais. C'est un jeu, c'est vraiment la quintessence du jeu d'enchères. À chaque tour, on met un tableau en vente et chaque tableau est associé à un système d'enchères différent. Donc il y a plein de manières d'enchérir différentes. Ouais, c'est un tableau de multi-enchères. Très 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 bien. C'est la version Matago. Ouais, c'est la version Matago. Et en fait, à la fin de chaque tour, l'artiste le plus représenté autour de la table va voir sa cote monter. Mais quand un artiste n'est plus représenté, sa cote elle est plus disponible et ça ne rapporte plus rien. Donc il y a vraiment à la fois un jeu d'enchères et à la fois il faut bien estimer quel artiste va être bankable. Et c'est super bien. Bienvenue dans le chat. Oh Marjo, coucou Marjo, je te vois rarement dans les chats, bienvenue à toi. Donc ouais, Modern Art, si vous aimez les jeux d'enchères ou si vous voulez vous y frotter, c'est vraiment un super jeu d'enchères. Et alors vous y frottez pas en public parce que ça va vraiment être bizarre, hein. Les gens vont se demander pourquoi vous faites ça. Il y a une autre de ses spécialités à Rainer Knizia, donc le jeu d'enchères est très très fort là-dessus. Et il y a aussi les... Attends, Dorine, c'est vrai, c'était vraiment une typo là. Il y a Marjo, la charmante, et en fait tu voulais dire chance. La chance. Ah putain. Et donc là il y a un autre style de jeu dans lequel il est très très fort, c'est les jeux de positionnement. C'est de la vieille drague, pardon, je suis désolé. On va te laisser reprendre. Oh, il y a Marjo, la charmante. Allez. Je me suis dit, vas-y, on fait une émission vieux qu'on ludique, ça va être reversé sur YouTube, on regarde pas trop le chat, on essaye pas trop d'interagir avec le chat. Oui, mais il y a Dorine, Et Marjo qui dit oui parce que je suis charmante en vrai. Ouais, non, mais en vrai, aucun problème, mais c'est la façon de le sentir. Et d'autant plus, c'est pas fait exprès. Et Marjo qui sort ses punchlines, ah, t'es belle comme une poubelle. Mon dieu. Donc du coup, des bons jeux. Des super bons jeux. Là, on peut parler rapidement de Tigre Fat, de Samouraï. Samouraï, j'y rejoue encore récemment. Parce que dans plein de styles différents, Tigre Fat, c'est un très très gros jeu. Ouais. Là où Modern Art, c'est presque un party game en fait. Et Tigre Frat, c'est super bien aussi, c'est très particulier. C'est vénère, hein, par contre, faut prévenir les gens. Un peu costaud. Et Samouraï aussi qui est... Tigre Frat, c'est là où je trouve il utilise quasiment le mieux sa mécanique un peu signature, qui est je score sur plusieurs endroits, mais mon plus petit score de tous ces endroits-là, c'est mon score. Ouais. Et ça, c'est vraiment hyper agréable à jouer. En fait, dans Tigre Frat, on récupère différents types de ressources. Et effectivement, on ne score que sa plus faible.
Du coup, il faut toujours équilibrer. Ouais, c'est Et super, dans Samouraï, qu'on voit ici, ça c'est l'édition... c'est Hans Im Gluck à l'origine, je crois, mais c'est des cartes qui avaient fait la version française. Moi, j'aime beaucoup cette version. Il y a eu plusieurs éditions, moi je trouve que c'est la plus belle. Et récemment, il y a un Kickstarter. Elle va être rééditée, c'est un Kickstarter. Je sais pas si on va retrouver l'image, moi je la trouve pas très jolie, la nouvelle édition. Mais moi j'ai bien envie de... C'est Anami, c'est ça? Enfin, un truc... on va aller la chercher, je trouve pas. Moi j'ai envie de me prendre Samouraï et du coup je me dis s'il y a une réédition j'ai envie de prendre elle. Mais moi je la trouve trop pastel, trop colorée. Là, voilà, ça c'est sobre. Et ça c'est super bien, j'y ai rejoué récemment. Et en fait à chaque fois que je joue à un jeu de Knizia, et celui-là entre autres, je me dis mais pourquoi je fais des jeux compliqués. Enfin, pourquoi je fais des règles. Faut faire le moins possible en fait. Après ça plaît pas à tous les joueurs, hein. Il y en a plein qui trouvent ça un peu pas assez quoi. Quand j'ai un problème de règles et que pour le résoudre je rajoute une règle, bah je me dis ouais, je suis d'accord. Knizia il ferait pas ça. Bah de toute façon on le sait, on se le dit tous. Et toi je sais plus un jour Knizia il ferait pas ça. Non. Je t'imagine trop sur ton bureau. Non mais vraiment Knizia il ferait pas ça. Il y a récemment, il y a quelques temps, j'ai oublié son nom mais j'ai vu un Combini je crois où il y a un réalisateur. J'ai oublié son nom, qui disait au gars, moi Kubrick c'est mon maître. Dès que j'ai un problème, je dis qu'est-ce qu'il ferait ce con de Kubrick. Et ben moi c'est pareil, je me dis quand je fais un proto, je fais qu'est-ce qu'il ferait ce con de Knizia. Là, il ferait ça. C'est l'insulte, mais... Bon. Non, mais vraiment, c'est affectueux, tu vois. Il y a vraiment... Donc, je sais pas, Gédéon, si c'est sur Kickstarter ou je crois que c'est sur Kickstarter, on va retrouver ça. Mais oui, Knizia, c'est le roi de l'épure. C'est l'école de l'épure, en tout cas, pour le coup. Je pense qu'il est pas... Ah oui, alors si je sais comment le retrouver. Parce que, effectivement, du coup, c'est ouais, le lépure, il boit que c'est absolument exactement Samouraï, mais... Hop, boum, il est là. Anami. Et donc, ça a changé de nom. On dirait un petit jeu comme ça. C'est quand même... Il fait voir d'autres. Regarde là. Hop. Ah, moi, ça me pique. Hein. Ouais, j'avoue. Et puis, dans Samouraï, t'as les casques de samouraï, les rizières et les bouddhas. Et là, c'est les fleurs de cerisier, c'est les neko-chats, là... Les tori, enfin vraiment, ils nous ont mis... c'est vraiment tout posé en mode, vas-y, bouffe ton onigiri. Non, en fait, il y a vraiment, vas-y, mets-nous du Japon, quoi. Bouffe ton onigiri en forêt d'occidentale, quoi, c'est un peu ça. Quoi. Ah ouais, ça me gêne un peu, là. Le petit jeton onigiri, j'aime bien. Par contre, si on peut... Non, mais est-ce qu'on ferait pas un jeu juste avec les petits jetons onigiri, là? Ah oui, ça peut. Je les aime bien. Bah là, ouais, j'avoue que le permis de rééditer, il est dur. Ouais, là, c'est un vieux Tokyo, alors que vraiment, les cerisiers en fleurs, c'est Kyoto, quoi. C'est dommage, tu vois. Non, moi, vraiment, pour moi, cette version-là, elle a tous les défauts de je colle du japonais pour faire joli, quoi. Enfin, voilà. Mais exactement, bon. Ouais, c'est sushimi, quoi. Ouais, j'avoue que je suis pas fan. Je suis d'accord. Mais bon. C'est dommage. Mais le jeu est excellent. Oh, puis le petit bateau, là, en bas, là, avec les... Voilà, le jeu est vraiment excellent. En tout cas, il revient sous cette forme-là. Ma foi, si vous ne l'avez pas... Oui, c'est même pas le nom du Moi, je n'échange pas ma version des cartes de l'époque, hein, j'avoue. Mais peut-être pour bien montrer que c'est le Japon, Dorine, il y a écrit Tokyo en bas. Alors que c'est pas le nom du jeu, effectivement. C'est plutôt une bonne... Je ne sais pas. Effectivement, c'est pas la meilleure des rééditions. Ils auraient pu s'abstenir. Et donc, ouais, bah voilà, grand monsieur, quoi. Grand monsieur, grand jeu, le Seigneur des Anneaux. Ouais. On vous invite à jeter un coup d'œil dessus. Vous avez vu, chez Ocasio, il y en a plein, 10 balles. En vrai, il faut pas se priver. Voilà pour cette première émission des Vieux Cours Ludiques pour la Cafetière TV. Donc, comme je disais, on est plusieurs, il y a plusieurs branches au Vieux Cours Ludiques. Ouais. Nous, à la Cafetière TV, on fera des émissions, Pénélope fera des émissions. Peut-être que Barik, qui est dans le chat, fera des émissions, elle aussi, un jour, je ne sais pas. En tout cas, vous avez tous les Vieux Cours Ludiques ont accès à la chaîne YouTube, et donc on reversera cette émission. Donc vous peut-être regarder tous les dons, déjà. Tous les dons seront reversés à l'association Vieux Cons et Vieux Connes Ludiques. C'est ça. À l'association Simon Caruso pour acheter... Pour une meilleure... pour un meilleur week-end jeu chez Simon Caruso. Donc merci d'avoir suivi l'émission. Effectivement, si on veut éviter... On donne un dernier conseil, si vous voulez pas prendre un ami et que Samouraï c'est un peu vieux pour vous, vous pouvez vous diriger vers Rebirth, qui est vraiment cool, et qui a un petit air de Samouraï. Ah, c'est vrai. Et Rebirth, c'est très très bien. En fait, on a parlé des vieux jeux, mais c'est vrai que Knizia, il fait toujours des jeux. Et Rebirth, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Pour le coup.
Ouais, clairement, c'était Donc on va conclure sur les vieux cons ludiques. Vous souhaiter une bonne journée. Ouais. Vous dire qu'il y aura bientôt d'autres émissions avec d'autres gens, d'autres sujets, parce que les vieux cons ludiques, c'est une chaîne de jeux de société, mais pas que. On pourra peut-être... On sait. des vieux jeux vidéo. Des vieux jeux vidéo, là. Moi, Attends, tu veux dire que je vais streamer du Mario Bros 2, là? Il y a moyen. Il y a Simon Caruso qui nous fera sûrement du cinéma. Il y aura d'autres sujets. On vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui sont en live, qui nous suivent, on va basculer sur la Cafetière TV. On vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao. Bisous. On t'entend, là? Ouais. On coupe le micro. Faut vraiment enlever le c'est juste un test. Hello. Eh oui, bah non, tu recommences tout. Ah merde, oui, c'est vrai, il y avait juste un test. Merde. C'est juste un test. Putain, j'adore. Alors c'est pas du tout un test. Coupe-moi ce micro. On coupe le micro, on laisse un peu de musique. Et puis après...